Première présentation. Il va s'agir de Simon Fitzbé. Et pour le décrire, il est doctorant en lettres et communication en concentration en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières et également passionné de mème Internet. Moi, je dis meme, je ne sais pas la bonne appellation, j'imagine la personne est comme a toujours raison, exact. Donc, moi, j'ai eu un plaisir de faire son accompagnement et de constater sa fascination pour cet outil de divertissement pour certains, mais aussi un outil de campagne d'influence pour d'autres. Donc, sa présentation aujourd'hui, je l'invite à se joindre à nous, de l'accueillir chaleureusement, s'intitule Le même Internet, artefact des temps modernes. À toi l'honneur. Je vais essayer de ça en bas, comme ça. Pour avancer, comme ça. Il y a un petit hasard, si jamais Bonjour tout le monde. Imaginez un instant que nous sommes dans un futur lointain, plusieurs milliers d'années après notre ère. Les chercheurs ou les historiens du futur cherchent à comprendre l'Internet et décident de retourner dans les premières strates. Au travers des quadrilliards de vidéos YouTube ou d'articles Wikipédia, les chercheurs tombent sur une image en particulier qui attire leur attention. Un homme assis sur une chaise, vêtu d'un masque, d'un manteau ainsi que de mitaines. C'est une photo complètement banale qui n'aurait pas nécessairement interrogé les chercheurs, ne serait-ce que pour une chose. L'homme est partout, dans plein de situations. Toujours avec cette pose-là qui veut dire « j'ai mieux à faire que d'être ici ». Face à une incompréhension de ce phénomène, les chercheurs décident de se retourner ou de se rabattre sur l'actualité entourant la première apparition de l'image, soit le 20 janvier 2021. C'est là, et seulement là, que les chercheurs comprennent qu'ils sont en face de Bernie Sanders, oui, même si c'est Harry Potter ici, sénateur du Vermont, et que la raison pour laquelle on le retrouve dans tellement d'images, c'est que le 20 janvier 2021 était l'assermentation de Joe Biden et que dans un événement aussi solennel et protocolaire, Bernie a décidé de se présenter avec son coat et ses mitaines. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Pas Bernie, mais le fait que les historiens doivent se référer à un contexte. Oui, non? Si je vous montrais ça, les mèmes sont en quelque sorte des hiéroglyphes de notre civilisation. En fait, ces images parodiées, copiées, qu'on partage sur le web, comme blague, comme idée, ils sont en fait une forme de langage, un langage qui doit être mis en contexte pour être compris complètement. Je donne un exemple qui pourrait peut-être vous donner une idée de ce que je veux dire. Ceci, c'est une caricature de 1947. À moins d'avoir grandi dans le Québec de Duplessis ou d'être familier avec l'œuvre de Robert Lapalme, le caricaturiste de la presse, il est fort à parier qu'on aurait du mal à saisir qu'il s'agit de Duplessis qui, se moque, non pas se moque, mais qui distrait les Québécois pendant que les grands banquiers américains déshabillent les Québécois de leur richesse. Et c'est pourtant ce que Lapalme présentait ici par rapport au développement de l'Ungada. Pour comprendre les mèmes, il faut aussi comprendre la définition classique de ceux-ci, c'est-à-dire celle de Richard Dawkins. Richard Dawkins a fait paraître en 1976 une étude qui se nomme The Selfish Gene, où il présente les mèmes comme étant des réplicateurs culturels qui nous permettent de transmettre en fait des coutumes ou des habitudes au sein de communautés. Et ces réplicateurs-là n'ont pas d'objectif précis, c'est-à-dire qu'ils agissent sans objectif, voilà. C'est par les mèmes, en fait, que Dawkins justifie l'évolution culturelle de l'humanité. Voici quelques exemples de mèmes de Dawkins. Qui n'est pas déjà rentré dans une salle de bain d'hôtel pour tomber devant un papier hygiénique placé en triangle comme ça? C'est le symbole international d'une salle, d'une chambre d'hôtel qui a été nettoyée. On ne sait pas d'où ça vient, mais pourtant on peut le retrouver à peu près partout dans le monde. Un autre exemple. À qui est-ce qu'on pense quand on voit ça?
Mr. Bean, ah, c'est bon, je n'avais pas pensé à ça. Mais on a plus le prof, l'étudiant, quelqu'un d'académique. Moi-même, quand j'ai eu ma première charge de cours, j'ai tout de suite dit, je vais aller me chercher un coat en tweed avec des patchs pour avoir l'air d'un professeur. C'est un mème. Dernier exemple, les fameux bonbons. Bon, c'est pour rafraîchir la laine, là, ça a une fonction, mais quand même, on en retrouve dans à peu près tous les restaurants, peu importe la chaîne, peu importe le propriétaire. Personne ne sait exactement d'où ça vient, mais ça a été imité et ça s'est retrouvé à peu près partout. Les mêmes Internet, ils sont les cousins lointains de ceux de Dawkins. Les seuls, les seuls trucs qui font qu'ils sont ensemble, qui se ressemblent, ce sont l'aspect de réplication. Pardon. Et ici, les mêmes Internet vont également être propagés grâce à ce qu'on appelle la culture de la participation, où des gens avec des intérêts communs se réunissent et créent des choses qu'ils aiment, que ce soit de l'art ou, dans le cas qui nous intéresse, les mêmes. Les premiers mèmes Internet qu'on connaît sont arrivés à la fin des années 90. Et avant les réseaux sociaux, bien sûr, alors qu'Internet était plein de promesses. Les plus vieux d'entre nous se rappellent probablement du fameux Dancing Baby, hein, qu'on partageait par courriel, ou le GIF qu'on mettait sur notre première page web quand on la créait. C'est quelque chose qui s'est partagé au point de se retrouver dans la culture populaire, dans la fameuse série Ali McBeal. On peut aussi parler du fameux Star Wars Kid, qui s'est bien malheureusement, malgré lui, retrouvé au sein d'une des premières campagnes mimétiques du web. Les réseaux sociaux ont cependant agi comme un accélérateur à mème, c'est-à-dire qu'on en retrouve plein de sortes, plein de variétés. On pourrait parler des tout premiers, les lolcats, qui sont apparus au milieu des années 2000, en même temps que MySpace. C'est des animaux hein, qui parlent dans un anglais approximatif. C'est très cute, c'est très beau. On a également les Advice Animals, qui sont une forme très classique d'animaux qui nous donnent de très mauvais conseils. Ou ce fameux Hide the Pain Harold, le septuagénaire pour qui l'existence semble si difficile. Les gens utilisent les mèmes pour partager de l'humour, bien sûr, pour faire rire. Mais derrière cette façade-là, les mèmes peuvent également servir à passer des messages, à passer des opinions. Dans ce qui m'intéresse également, des opinions qui peuvent être sur la politique. Je me suis intéressé à l'image qu'on projette des personnes politiques avec les mèmes, particulièrement la légitimation ou délégitimation des candidats lors d'élections. Le contexte de ma recherche, c'était les élections fédérales de 2019 et je me suis posé comme question à l'époque, comment on représente les personnes politiques au sein des mèmes? Les résultats qu'on peut retirer de ma recherche sont que la plupart des créateurs de mèmes vont chercher à délégitimer les politiciens. Tous, pas nécessairement. Il y a eu une personne qui est ressortie plutôt positive des mèmes dans le corpus. Il s'agit de Jack Meeting, le chef du NPD à l'époque, et toujours aujourd'hui en fait, qui nous donne une bonne idée du potentiel positif des mèmes en tant qu'outil qui pourrait mousser le personnage politique. Mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça en fait? Bien, d'abord, qu'on peut facilement utiliser les mèmes pour poser une critique de la scène politique. À peu près n'importe qui a accès à un Internet ou à un ordinateur peut créer un mème assez facilement. Ce qui fait en sorte que c'est une expression qui est hautement démocratique. Ensuite, c'est aussi potentiellement un outil de campagne qui pourrait être intéressant pour les partis politiques, bien sûr. Au fédéral, sur la scène fédérale, on n'a pas vu encore beaucoup d'expressions mimétiques. Cependant, lors de la campagne provinciale de cette année, quelques partis se sont lancés dans les mèmes. Bon, certains connaissent déjà Québec solidaire, qui est une page liée à Québec solidaire, qui existe depuis à peu près le milieu des années 2010. Ils ont créé des mèmes pendant l'élection. En voici quelques-uns. Donc, ils ont beaucoup participé à la campagne mimétique de cet automne. Et à ma grande surprise, la CAQ a également créé des mèmes. Par le site Twitter, bien sûr, grâce au compte CAQ sur table qui était géré par des employés de la CAQ. Ça a remporté un certain succès sur Twitter, entre autres celui-ci. On voit Gabriel Nadeau-Dubois qui taxe plus vite que son ombre. Et ce tweet a été retweeté par nul autre que François Legault.
Voici quelques autres exemples. Dominique Anglade. Et nos amis du Parti conservateur. Il s'agit peut-être ici de l'avenir du même Internet politique. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, puisque ça va me permettre de l'étudier encore mieux. C'est-à-dire que peut-être que dans quelques années, on n'aura plus nécessairement de publicité à la télévision, mais que les partis vont nous bombarder de mèmes sur Facebook, Twitter, Reddit ou n'importe quel réseau social qui va exister. En tout cas, moi, je vais garder l'œil, puis d'ici là, on pourra se divertir avec encore plus de mèmes. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Grand plaisir. Excellent. Bien sûr. Alors, on me demande s'il y a eu le lien entre les mèmes et la mésinformation qui a été étudié. En effet, c'est le résultat. Il y a déjà des résultats d'études qui existent. Justement, je viens de trouver un livre là-dessus, juste avant de monter sur scène. Je vais comme bien, je vais avoir de la lecture à faire. Mais il y a de plus en plus de liens qui sont faits entre les mèmes et la désinformation. C'est assez curieux parce que moi, quand j'ai commencé en 2018, ma maîtrise, on parlait à peine de ça. Les théories du complot, même, il n'y en avait presque pas. Puis maintenant, c'est rendu un champ florissant. Donc, oui, de plus en plus de chercheurs, surtout aux États-Unis, s'intéressent à ça. Si ça devient un modus operandi de campagne, est-ce que ça veut dire que ça va faire une campagne de plus en plus en acte d'attaque plutôt que de présentation? Donc, on me demande si le fait de délégitimer les candidats va mener vers plus de campagnes d'attaque de la part des politiciens. Je pense que oui. Déjà, on le voit au travers des médias traditionnels. Si on regarde la campagne qui s'est passée cette année, la CAQ a eu une campagne assez négative envers les autres partis, en fait. Donc, c'est le genre de choses qu'on risque de voir encore plus. Et le fait aussi que les mèmes sont déréglementés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Élection Canada, Élection Québec ne s'intéressent pas à ça. N'importe qui en fait, ça peut juste tomber dans le négatif, en fait, selon moi. Là. À moins vraiment que les gens se forcent à faire du positif. Donc, on me demande si on peut encore parler de caricature avec les mêmes. En fait, c'est les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on va généralement prendre un événement d'actualité ou un trait d'un politicien qu'on va essayer de faire ressortir. Donc, les liens entre la caricature et le mème sont extrêmement présents. La différence, c'est que, puis là, on va parler plus en scientifique, là. La caricature a tendance à être plus bottom-up, c'est-à-dire il y a combien de caricaturistes au Québec? Probablement 5. Alors qu'il y a des créateurs de mèmes puis des gestionnaires de groupes, il y en a des dizaines, des centaines, probablement des milliers. Alors, c'est vraiment plus, les mèmes sont de nature plutôt top-down. Donc, bottom-up et top-down pour les caricaturistes. Merci.